Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de faire le lien aujourd'hui encore vers ces Isérois pleins d'inspiration, de transpiration, ici derrière votre porte et qui parfois s'exportent. Les portes du Stade des Alpes s'ouvrent pour battre la chamade avec les fous d'électro. Les basses vont même propager leurs ondes vers le centre-ville pour un festival déjà culte. Le Stade des Alpes est déjà trop petit pour ce Grenoblois qui s'exprime dans les plus grandes arènes outre-Atlantique. Des centaures aux argonautes, le chemin est parfois très court. Et le haut niveau, pourquoi pas, pourvu que le plaisir soit la priorité, tout comme l'humanité, la solidarité, quelle que soit la discipline. Et tout ça, ce sont les valeurs d'une fédération, la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail, une organisation historique qui perdure et qui organise des championnats de France de ski à l'Alpe d'Huez en mars. Éric Perron, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes à la manette, d'ailleurs, de ces championnats. Oui, tout à fait. Et vous avez plusieurs vies dans le monde du sport. On va peut-être le découvrir tout à l'heure. Mais vous allez aussi nous faire découvrir ces valeurs et j'espère aussi générer des tas d'inscriptions auprès de la FSGT, j'en suis sûre. D'une créature légendaire à une autre, c'était un centaure, c'est désormais un argonaute. Et ce n'est plus de la mythologie, c'est une réalité. Baptiste Polier est champion de CFL de Canada Football League. Bravo, Merci Baptiste. beaucoup. Merci. Et bienvenue. Merci. C'est la Ligue canadienne de foot américain. Vous êtes venu ici avec une belle histoire à nous raconter. Elle est peu banale, d'ailleurs. Et on en parle dans un petit instant. Elle va nous faire voyager, d'ailleurs, très très loin. Et donc le Stade des Alpes et son virage ouest, habitués des tambours, des pieds qui tapent et des mains qui frappent, vont donc vibrer une fois encore, mais cette fois au son des amplis. Et surtout avec tout le bonheur des fans d'électro, dont vous êtes, bien sûr, Reda et Bruno. C'est ça, vous êtes d'abord des fans d'électro plutôt que des organisateurs d'un festival qui s'appelle l'Ultra Virage et que vous relancez après un succès de la première édition l'année dernière. Vous faites partie du collectif The Dare Night avec l'accent, c'est ça, TDN. Et donc, vous n'êtes pas seulement des fans d'électro, vous êtes aussi des fans de foot. Vous l'avez montré ici. Je peux le prendre? Attention, c'est ce côté-là qu'il faut montrer? C'est ça. Voilà, Ultra Virage 38. Vous êtes des fans de foot ou des fans d'électro alors? Un peu des deux finalement, un peu des deux, ouais. Passionné avant tout. Et donc c'est pour ça que vous avez créé un festival d'électro au Stade des Alpes. C'est du 21 au 23 mars. C'est déjà bon signe. C'est que ça a cartonné l'an dernier si ça revient? Oui, effectivement, on va dire que le plus gros cap à passer quand on fait un festival ou un événement en règle générale, c'est de passer les premières années, les premières éditions. C'est comme médecine. C'est un peu comme médecine. C'est un peu ça. Et là, on a passé l'année la plus dure. Ou peut-être, on verra, et on relance ça pour une deuxième édition. Ouais. Et oui, notez bien les dates. Il y en a 3, 21, 22 et 23 mars prochain au Stade des Alpes, mais aussi en centre-ville. Et puis un petit peu avant ces dates aussi, ça va vivre avec des conférences, on en parle dans un petit moment. Mais le stade, c'est vraiment le QG de l'événement ? Oui, complètement en fait. Ça a été une superbe rencontre avec le Stade des Alpes. Et c'est vraiment que là, c'est là que tout se passe, en tout cas, et c'est le cœur du sujet. Avant, évidemment, des afters dans des lieux phares à Grenoble, mais oui, c'est vrai que pour nous, c'est le cœur du sujet. Ouais. Alors, ça ne va pas être au centre de la pelouse, c'est vraiment dans le virage, d'où son nom, l'Ultra Virage aussi. Vous êtes un habitué du virage ouest du Stade des Alpes avec le GF38 ? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis un habitué des virages. Et c'est vrai que là où Bruno il est habitué des virages plutôt sous la forme d'un skieur, moi je suis plutôt habitué et fan de foot, donc non, c'était assez naturel qu'on se retrouve à faire ça dans un stade et le Stade des Alpes est pour nous iconique et important. Que les deux mondes se rencontrent aussi. Exactement. Donc c'est un peu l'incarnation de deux passions pour moi en tout cas, et c'est aussi une manière d'utiliser le stade assez différente, assez singulière.
Et pour nous, comme pour le Stade des Alpes, c'était important. Ouais. Oui, il n'en a pas beaucoup accueilli de la musique, mais il a déjà rencontré une star de l'électro, le Stade des Alpes. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Exactement, David Guetta a été une des seules têtes d'affiche d'un concert au Stade des Alpes. On avait eu Johnny aussi, également. Voilà, on tape pas souvent, mais très très haut quand même, hein, quand on programme au Stade des Alpes de la musique, et c'est ce que vous faites aussi d'ailleurs. L'Isère, je ne sais pas si vous le saviez, mais est le département qui compte le plus de festivals culturels en France. Pourquoi un nouveau festival? Pourquoi créer un festival? Ce qui est plutôt une bonne nouvelle à l'heure où d'autres baissent pavillon, baissent le rideau en tout cas. Parce qu'on pense que Grenoble mérite son festival de musique électronique. Grenoble, c'est un territoire que l'association travaille depuis plusieurs années. Depuis 15 ans exactement, et on voit qu'il y a un public, qu'il y a une envie, qu'il y a des possibilités, et on s'est dit pourquoi pas, au même titre que d'autres villes de la région Rhône-Alpes ou l'Isère ont leur festival, pourquoi pas Grenoble quoi. Surtout au niveau de l'électro, il y a une vraie demande ici à Grenoble sur le territoire, assez historique d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, il y a des artistes phares qui reviennent sur le festival par exemple, qui ont fait un peu naître l'électro à Grenoble et même en France, qui sont devenus maintenant des têtes d'affiche internationales et qui ont participé au fait que Grenoble a un vrai vivier culturel électronique. Quoi. Oui, alors c'est vieux l'électro aussi, hein, moins vieux que d'autres musiques bien sûr, mais et c'est pas toujours facile à prononcer. Ça a commencé avec Kraftwerk, après il y a eu Daft Punk, enfin c'est que des choses qu'on adore aussi bien sûr. Là la programmation elle est quand même assez riche, vous m'en direz un petit peu plus tout à l'heure, j'ai peur d'écorcher leur nom bien sûr, mais il y a quand même des sacrées têtes d'affiche encore ici. On les avait vus au JO notamment, cette French Touch, ces artistes d'électro, c'est plus tendance que jamais aussi. Je ne sais pas si ça se ressent ici quand on prépare ce festival-là. Complètement. Je pense que la musique électronique, elle est en développement depuis maintenant de nombreuses années. Et Grenoble est un véritable territoire, comme le disait Bruno, un véritable territoire de musique électronique. Et ce qui est important aussi, c'est de donner d'autres facettes. Ça a été évoqué justement précédemment, la venue de David Guetta au Stade des Alpes. Je pense qu'il y a toute une richesse qui parfois est un peu moins mise en valeur, et je pense que le format festival, c'est le format idéal pour pouvoir toucher des publics qui sont plutôt variés et donc justement proposer quelque chose d'assez éclectique. Donc c'est un peu notre volonté de pouvoir montrer d'autres choses, de pouvoir explorer, de pouvoir stimuler les curiosités auprès des publics. Ouais. Bon, c'est l'électro-éclectique. Alors c'est encore moins facile à dire. Oui. L'idée c'est quoi? Alors on pose des baffles, les consoles, le public dans le virage ouest et aussi à la Belle Électrique. On l'a vu le soir, la nuit. Comment ça se passe en fait? Les sets se succèdent. Oui. Alors en fait, donc ça se passe sur 3 jours au Stade des Alpes, plutôt 2 journées, donc 17h 1h, 15h 1h et 15h 22h. Et en fait la nuit, on va aller dans des lieux qui sont habituels pour les Grenoblois, pour les fans de musique électronique. Et donc le vendredi soir, on va avoir 3 nuits en même temps. Donc à l'Empérage, au Dracart, mais aussi à Ostra Rocks Grenoble, qui est un nouveau lieu qui a ouvert à Saint-Martin-d'Air, donc Ostra Rocks. Voilà. Et donc le samedi soir, là, ça va être vraiment la nuit principale, donc à la Belle Électrique, avec également un plateau qui est très évolutif. Et ça avait bien marché aussi l'an dernier d'ailleurs. Oui. C'est vrai que c'est une salle qui bouge beaucoup avec l'électro. Oui. C'est important aussi d'avoir la complicité de ces salles historiques, c'est-à-dire un stade et un stade 2 et des salles. C'est un festival qui doit bouger partout dans la ville. Oui, bien sûr. Et puis en plus, le stade et le format festival, c'est quelque chose qu'on forcément on connaissait moins parce qu'on a lancé la première édition en 2024 et on n'avait jamais fait ça avant. Donc de se reposer sur d'autres salles ensuite et sur d'autres formats qu'on maîtrise beaucoup plus et qu'on organise tout au long de l'année, c'était assez rassurant. On sait qu'on prend moins de risques, on sait plus comment ça se passe, on arrive plus à prévoir si ça va marcher, si ça va pas marcher, ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça marche. Alors que le stade, on s'est vraiment lancé dans l'inconnu, de se dire on lance ça et puis on verra ce qui se passe quoi. Et pour rebondir sur ce que dit Bruno, c'est aussi très important pour nous d'être connectés à l'écosystème culturel et notamment des musiques électroniques à Grenoble. Et pour nous, c'était important tout de même d'avoir une formule qui inclut ces acteurs qui font battre le cœur de la ville et les musiques électroniques tout au long de l'année. Donc en fait, c'est un peu une vitrine, en tout cas ce qu'on essaie de créer, c'est une vitrine de ce qui se passe en musique électronique à Grenoble. Donc oui. C'est pour ça aussi qu'on change un peu de style selon les nuits. Il faut que ça rentre en résonance alors. Et c'est participatif ?
Est-ce qu'on voit vraiment le public très proche du mix. Je suis toujours très impressionnée par ces consoles gigantesques et par cette technique aussi. Est-ce que certains aussi peuvent s'y mettre? Parce que c'est un festival qui prône aussi la convivialité, vraiment, le partage. Alors, juste sur la pratique, c'est vrai que, en fait, pour nous, ce qui est important, et on va en parler peut-être un peu après, mais il y a des temps qui précèdent le festival, donc des temps de conférence, mais aussi des temps de pratique. Allez, on peut en parler tout de suite même, d'ailleurs. Allez. Et donc, voilà, ça s'appelle TDN Talks. TDN, donc The Day and Night Talks. C'est ça. Et en fait, c'est parce qu'à la genèse, c'était surtout des conférences. Donc, l'idée de pouvoir faire de la table ronde et de la conférence. Et donc, ça va se passer le lundi, le mardi et le mercredi qui précèdent Ultra Virage. Et notamment le mardi, on va avoir des temps de pratique. Donc, c'est pour ça que j'évoquais ça, qui vont se passer à la bobine, en collaboration avec la marque Arturia, qui est une marque aussi du 38 et dont on est très fiers, qui est un des leaders mondiaux sur la construction de synthétiseurs et d'outils numériques. Donc voilà, donc du coup, il va y avoir vraiment cette possibilité de pratiquer et d'échanger de manière proche sur le début de semaine. Voilà. Festival aussi qui doit, c'est la culture de l'électro presque aussi, qui doit s'exprimer complètement. Au niveau de la programmation, ça va, vous avez vraiment une programmation plutôt sympa avec des noms aussi qui parlent plutôt à tout le monde. Ça serait plutôt le côté programmation. Oui. Oui, c'est vrai que ça. Mais en tout cas, sur ce qui est de la programmation, l'idée, ça a été, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir quelque chose d'éclectique, de miser quand même sur la découverte. C'est-à-dire qu'il y a quand même des artistes aussi qui sont internationalement connus, mais peut-être peu présents, que ce soit en France ou en tout cas à Grenoble. Donc il y a pas mal d'artistes qui fêtent leur première à Grenoble. Donc là, je pense justement à Elena Hoff qu'on voit à l'écran et qui est pour moi l'une des meilleures DJ. En tout cas sur vinyle, sur ce qui est techno, EBM et une esthétique qui est très singulière et très, très liée à ce qui se fait à Grenoble. Et puis sinon, il y a vraiment toute cette scène française qui regorge de talent et qu'on voit peu à Grenoble, mais souvent par exemple dans des festivals comme Nuit Sonore à Lyon ou Positive Education Festival à Marseille, qui sont des festivals qu'on aime beaucoup. Pas du tout, à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. C'est toujours une ville. Voilà. C'est pour ça que vous êtes deux aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc bref, en tout cas, donc on est très fiers de cette programmation, on est content de la proposer à Grenoble. Kittine. Et voilà, et Kittine évidemment. Kittine, ex-Miss Kittine, mais qui s'appelle toujours Kittine. Oui, voilà, qui est une des artistes majeures en fait que Grenoble a produit sur ces 30 dernières années et qui revient après 3 ans. Elle avait été à la Belle Électrique il y a 3 années, donc en 2022, et qui là va être le vendredi soir du coup au Stade des Alpes. Et donc je pense que ça promet d'être un moment important. Il y aura The Hacker du coup qui va être le soir à Austra, donc le vendredi. On va être gâtés normalement. Ah oui, c'est assez énorme. Kittine qui était au JO aussi. Et effectivement sur les Paralympiques. Sur les Paralympiques, elle n'était pas la seule d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il y avait également Greg. De votre programmation. Voilà, Greg qui est un DJ des îles Maurice et qui est très présent sur la scène parisienne et qui sera au stade. Ouais. Voilà, comme quoi effectivement vous avez promis une programmation internationale et très audacieuse. C'est toujours une économie fragile, on le disait aussi tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'être le plus pérenne possible, alors qu'on le sait, Holocène a baissé le rideau par exemple. C'était un festival qui était d'abord électro et qui avait pris un virage beaucoup plus rap. Vous ramenez aussi ici l'électro avec ce festival. Ça veut dire quoi? Qu'on croise les doigts pour les suivantes, qu'on demande toujours plus de partenaires? Déjà, c'est un projet qu'on fait en connaissance de cause et on s'y prépare. C'est-à-dire que l'asso a 15 ans, que c'est 15 ans de progression qui l'a amené en 2024 à la capacité de faire ce festival. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a travaillé des formats qui étaient de plus en plus gros, qui se rapprochaient d'un format festival. En 2023, par exemple, avec les 13 ans, on avait des formats avec des formats de jour, ensuite des formats de nuit qui s'enchaînaient. Voilà. Et donc, on est arrivé là-dessus, même si on découvrait le format festival avec un peu d'expérience qui nous permettait de voir ce qui était possible, ce qui était faisable ou ce qui ne l'était pas. Quoi. Et de travailler aussi un événement sur le plan du coup, de la programmation et sur le plan économique pour voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, avec une économie qui est assez singulière comme c'est un festival. Forcément, les recettes se calculent différemment. Mais oui, c'est un vrai challenge par contre. Oui. Sûr. On sent aussi bien que votre partie à vous, c'est le partenariat d'ailleurs. Vous avez tous une organisation très rigoureuse. Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite un énorme succès, bien sûr, pour ce très chouette festival. J'ai presque envie de jouer un match ici. Regardez ça un peu comme ils sont beaux. Attention,
Alors, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. Donc, faut dire que, voilà, on a le 92, on a le 38, pardon. J'ai du mal à tenir les deux en même temps. On fait le match tout de suite, mais il faut traverser l'Atlantique. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Allez, on y va, nous, tout de suite. Stade des Alpes. Chaud là-dedans, non? C'est chaud. Ah, c'est très c'est épais comme maillot. Ah ouais. Très épais. Ah oui, je vois ça. Ça a dû vous changer des maillots de hand, en tout cas tout ça. Regardez, il est pourtant beau notre Stade des Alpes, on l'a vu juste avant. Il est super beau. Vous n'y avez jamais joué? Jamais joué. J'ai eu la chance de jouer à Lesdiguières. Et puis, qui est très beau aussi. Qui est super bien. Et puis après, j'ai pu assister à de nombreux matchs, que ce soit du GF ou du FCG au Stade des Alpes. Voilà. Donc un fan de sport avant tout. Et Baptiste, aujourd'hui, vous êtes grenoblois. Exactement. Et il y a quelques mois, en novembre dernier, c'est ça? Vous êtes devenu champion canadien de football américain au terme de cette finale entre les Argonauts, comment on dit, Argonauts? C'est ça, de Toronto, donc Toronto en français, et Winnipeg. Toronto, c'est votre club. Alors, on précise que là, vous n'y êtes pas, ou vous n'y êtes pas encore, parce que vous êtes un rookie, comme on dit, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on qualifie un joueur dans sa première année. Exactement, ouais. Première année, c'est un rookie. Cette saison, moi, j'ai joué ce qu'on appelle la practice squad. C'est-à-dire que c'est l'équipe d'entraînement, littéralement. Et donc, nous, c'est en cas de blessure ou de non-performance d'un joueur sur le terrain, ils nous font monter, on va dire. Mais on s'entraîne toujours avec l'équipe, on est présent à tous les événements. Et au besoin, on enfile le casque, les crampons, et puis on est sur le terrain. Et on lève la coupe, la Grey. La Grey Cup, je l'ai levée. Là, ça c'est incroyable. Vous étiez sur la photo de famille à la fin, là, ou pas? Je vous ai cherché, j'ai pas... Oui, si, j'étais dessus, mais après, on va dire dans le monde, c'est pas forcément facile à trouver. En tout cas, vous avez été recruté cette saison. Oui. Alors, ça veut dire que là, vous avez signé votre contrat pro. Donc, à partir de la saison prochaine, vous allez jouer. Vous ne serez plus donc dans cette fameuse équipe d'entraînement. Alors, ça, on ne sait jamais. On ne sait pas comment ça se passe. Les contrats, on va dire au Canada, sont assez particuliers. C'est-à-dire que quand on signe un contrat, on sait quand on rentre. On sait où on rentre, mais on ne sait pas où on va et quand on sort. C'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut être fin de contrat, ou tu vas être dans l'équipe d'entraînement, ou tu vas jouer. Donc c'est un peu incertain, mais quand on signe pour ce sport, on sait que ça se passe comme ça. Et on s'entraîne pour être le meilleur et avoir sa place. Il n'y a pas le système des drafts comme au hockey? Si, il y a le système des drafts. Moi, c'était il y a 2 ans, ma draft. Malheureusement, c'est un grand marché des joueurs. Alors c'est ça. La draft, c'est un grand marché des joueurs où les équipes, littéralement, choisissent qui veulent recruter. Et avant ça, donc il y a un combine. Ce sont des tests physiques qui permettent de faire une sélection, littéralement. Et malheureusement, pendant ce combine, pendant ces tests, je me suis fait une grosse blessure. Donc, ce qui m'a un peu ralenti dans ma progression. Mais voilà, j'ai rien lâché. Et puis l'année d'après, j'ai réussi à rentrer dans le monde professionnel. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes défenseur, un joueur de ligne défensive. Exactement. Et que contrairement à vos coéquipiers, vous n'avez pas commencé tout petit. Ça, il ne faut pas trop leur dire, d'ailleurs. Non, faut pas. Vous êtes arrivé à une vingtaine d'années. Oui, et vous aviez commencé par le hand? Oui, j'ai dû faire 7 ou 8 ans de hand. À Crolles, exactement. Et puis, un jour, j'ai eu envie de changer, quelque chose de nouveau. Et je suis allé donc jouer avec l'équipe de Grenoble, les Centaures. De foot américain. De foot américain, exactement. C'est eux qu'on voit. Alors ça date de 2019. Vous y étiez peut-être pas ou pas encore, ou peut-être plus. Je pense pas que j'y étais sur ce match-là. Ouais, et là, ils jouaient en élite. Alors à l'époque, ils jouaient en élite. Maintenant, ils jouent en 2e division. Oui. Ils étaient montés en élite, c'est ça, en 2018-2019. C'est pas courant déjà aussi pour des villes françaises d'avoir une bonne équipe de foot américain. Vous en aviez entendu parler Moi, j'en ai entendu parler par mon père, qui était un ancien joueur des Centaures. Et il m'a jamais poussé à faire ce sport. C'est un club historique, c'est un club ancien à Grenoble. Ouais. Et c'est juste, de le voir tous les jours ou presque à la télé avec mon père, j'ai dit pourquoi pas essayer.
Et très rapidement, j'ai eu l'opportunité de partir jouer au Canada. Et donc, il y avait vraiment cette culture quand même du foot américain dans votre famille. Oui, il y a cette culture, ouais. Quand même. Donc, vous compreniez ce sport. Oui, je le moi, comprends. Alors, je m'adresse à un président, enfin, un cadre du rugby à côté de nous. Voilà, on confond parfois souvent avec le rugby. C'est pas ce qui est le plus simple à comprendre. Hein. On est d'accord quand même. Mais à une époque, il y a quelques années en arrière, où il y a beaucoup de joueurs qui faisaient les deux. Ils jouaient au football américain et ils faisaient aussi du rugby. Moi, quand j'ai démarré le rugby, là, à Pont-Clé, il y avait des joueurs qui jouaient aussi au football américain. D'accord. Mais bon, c'est pas tout à fait les mêmes règles, c'est sûr que... Non. On va pas... Voilà. Surtout que le foot canadien a des règles propres également. Oui, le foot canadien a des règles propres. Si vous voulez, pour faire simple... Oui, c'est voilà. très simple, si on peut, mais c'est pas... Américain, on a 4 tentatives pour faire 10 yards. Pour faire 10 yards. C'est une distance d'à peu près 10 mètres, 9 mètres okay. exactement. À la version canadienne, on n'a que 3 tentatives. On est 12 sur le terrain au lieu d'être 11. Le terrain est un peu plus grand. Voilà, il y a d'autres petites subtilités, mais ça, c'est les plus grandes. Alors ça, c'est vous. Il y a quelqu'un de très sympathique qui a fait un montage où on permet d'ailleurs de vous reconnaître dès le début de la séquence. Voilà. Donc ça, c'est votre rôle de défenseur qu'on voit ici. Donc c'est pas forcément vous qui allez faire le plus de yards possible, c'est ça, en tout cas en courant. Vous, votre rôle, c'est de défendre. Ouais, bah là... C'est drôle, c'est que sur cette action, j'ai la balle en main, ce qui n'arrive quasiment jamais. Ça montre que vous pouvez tout faire aussi. Oui, c'est ça, on peut tout faire. Mais non, donc mon rôle, c'est littéralement de bloquer le plus rapidement possible les attaques adverses, que ce soit celui qui court avec le ballon ou celui qui lance le ballon. D'accord. Je me souviens plus. Oui. Voilà, donc ces vidéos. Et donc là, voilà, je plaque donc le quarterback ou je mets une pression. D'accord. Mais ce qui est impressionnant quand on voit ces images, mais comment on passe aussi vite, Baptiste, d'un monde à un autre ? Vous étiez au Centaure, qui est un très bon club, devant quelques centaines de personnes. On aimerait que le stade Lédiguière soit complètement plein. Il n'y a pas vraiment cette culture du foot américain ici à Grenoble, malgré ce club historique. Oui, non, mais les grands jours, les grands matchs, il y a une ambiance de malade et on le sait bien sûr. Mais au Canada et aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Comment ça se fait que vous ayez pu, on va dire, brûler autant d'étapes ? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Disons que j'ai eu pas mal de chance. Dans mon parcours, c'est que Grenoble étant un club historique, ils ont beaucoup de contacts avec des personnes au Canada. Et moi, j'ai eu envie de m'exporter sans avoir la prétention d'aller, que ce soit au Canada. Mais j'étais plus, je vais aller en Allemagne où déjà le niveau est un peu plus élevé. Et voilà, mais les coachs et le président du club m'ont dit non, mais on connaît des gens, on peut parler de toi. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, on ne le fait pas par hasard, il y a quand même des bonnes dispositions. Bien sûr. Vous étiez forcément un très bon joueur. Oui, j'étais quand même très débutant, parce que j'avais fait que 3 matchs, la saison étant coupée par le Covid. Donc j'étais vraiment un novice, mais je me sentais que je pouvais aller plus haut. Et donc les contacts m'ont permis d'arriver au Canada, à l'université d'Ottawa, où là j'ai joué 3 saisons. C'est le foot américain, enfin le foot canadien qui vous a appelé au Canada ou c'est les études qui ont fait que Non, vous vouliez aussi... c'est le foot. C'est vraiment, vous êtes parti, vous êtes expatrié pour le foot américain. Exactement. Non, j'ai eu la chance d'avoir fini mes études en France avant de partir, donc j'étais sans stress à ce niveau-là. Des études un peu scientifiques. Études scientifiques, ouais, c'est ça exactement. Et donc je suis parti, j'ai fait 3 saisons à l'université. D'Ottawa. Ouais, qui s'appelle les GGs. Les GGs, oui, c'est ça. Et après, là, j'ai pu faire ma première saison en tant que professionnel. Ce qui est dingue, surtout. C'est complètement fou, c'est ça en fait. Européen. Voilà, ce sont vous jouez contre Montréal, en tout cas. Là, vous y étiez aussi parce Non, là, j'étais chez moi, là, ce jour-là. D'accord. Un peu stressé peut-être aussi quand on voit les copains. Oui, non, mais là, moi, j'avais le cardio qui était à 200, là. Mais comment vous le vivez, tout ça ? À quoi est-ce que ça ressemble, votre vie désormais là-bas ? Ma vie là-bas, je pourrais dire que c'était comme un rêve. On se lève le matin, on va à la muscu, on va voir les kinés, on va s'entraîner, on vit pour ça, on est logé, on est nourri. Vous êtes adulé aussi, il faut le dire. Ouais, on peut dire. Oui, c'est une grande culture. Regardez ces stades, là on est à Vancouver. On prend soin de nous pour nous permettre de performer au mieux.
Donc c'est vraiment un plaisir tous les jours en fait de se lever et puis d'aller s'entraîner quand il y a pas de contraintes. Vous entraînez dur aussi? Pendant voilà, tout le temps. Ouais. Mais déjà là, ici à Grenoble, puisque oui, pour l'instant, oui, bien sûr. voilà, vous vous préparez physiquement très tôt. Physiquement, tôt le matin, je travaille la journée et puis tard le soir pour essayer de maintenir en forme et puis cette année de pouvoir aller toucher un peu plus le terrain. Oui. Et puis encore mieux, encore plus, le Canada, pour vous, le foot canadien, ça vous va bien? Par rapport au foot US et à ces règles un petit peu différentes, comme on avait dit. Est-ce que vous rêvez de Super Bowl, en fait? C'est ma petite question. Oui, quoi. On rêve tous de Super Bowl. Quand on joue à ce sport, je pense qu'on rêve tous de Super Bowl. Quand on joue au foot, on rêve tous de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde. On rêve de ça. Après, moi, je veux rester réaliste, les pieds sur terre. Pour l'instant, j'ai ma place à faire dans cet effectif. Je me ferme pas les portes. Si une opportunité s'offre à moi, j'irai. Mais non, pour l'instant, je suis bien où je suis et je vais tout faire pour m'amuser et continuer là-bas. D'accord. Et il y en a d'autres aussi des comme vous, c'est-à-dire certains qui n'ont pas beaucoup joué et qui se sont retrouvés propulsés au bon endroit, au bon moment. Bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de joueurs. Il y a énormément de turnover. Moi, il y a des gars dans l'équipe, ils sont là 3 semaines. Ils viennent, ils sont recrutés, ils font 3 semaines et puis les coachs sont non, en fait, ça va pas le faire, au revoir. Ah oui. Donc voilà, moi j'ai réussi à faire une saison en tant que joueur international, c'est déjà incroyable. Et le plus je fais, le mieux ça sera. Bon, vous êtes le Frenchie alors de l'équipe. Ah oui. Ouais. Je crois qu'on est 3 joueurs français dans tout le championnat canadien. En NFL, je crois pas qu'il y en ait. Ou peut-être qu'il y a un franco-américain, mais disons, ils sont nés... Oui, il y en a eu. Il y en a eu. Les Grenoblois. Oui, exactement. 2. Il y avait Philippe Gardan. Philippe Gardan et puis Anthony Dablé. Voilà. C'est ce qui est assez fou. Ça vous inspire quoi, tout ça, Eric? Parce qu'on sait que... Ouais, c'est beau, de partir du hand de crawl et de finir... C'est énorme. C'est une belle carrière. Début de carrière, je n'avais pas fini, excuse-moi, elle n'est pas finie. Non, c'est très bien. Oui, décidément, parce que vous, les champions, ça vous parle. On rappelle, vous êtes un cadre du club de Pont-de-Claix, qui a donc formé Ange Capozzo, international italien, et star déjà du Stade toulousain. Vous connaissez bien Louis Bielbarré aussi, qui n'en finit plus de marquer avec ce 15 de France. Donc voilà, que des belles histoires ici, notre territoire, franchement, en termes de sport. On s'y connaît et on en est très très fiers. Je peux le voir, ce casque, parce que déjà, quand je vois le poids du maillot, c'est... Ah ouais, ah oula, c'est pas possible. Vous arrivez à porter ça sur la tête, je comprends aussi pourquoi vous devez faire une préparation physique assez... Je vais pas me permettre de le mettre parce que j'ai peur justement de me craquer les cervicales avec. Mais regardez, franchement, ça fait son petit poids. Je sais pas si vous arriveriez à jouer au foot avec un truc pareil. En même temps, il faut se protéger parce que quand on voit les impacts... Et effectivement, ça pèse une boule de bowling. Plus de protection au niveau de la tête, voilà. Ouais. Le mieux c'est. Ouais, je vois ça. Et bien en tout cas, c'est même plus gros qu'un masque de gardien de hockey, votre... Et ben on vous souhaite une énorme carrière. Franchement, on se lâche pas. On veut vraiment se tenir au courant et vivre ça nous aussi ici. Merci beaucoup. Tout de suite, on va faire du ski et pas que d'ailleurs. Vous, Baptiste, vous connaissiez la FSGT? Pas du tout. J'ai découvert aujourd'hui aussi. Ouais. Et vous? Ça vous parlait? Alors la CGT, oui, la FSGT, non. Ah, il y a un peu les mêmes racines. Il y a un peu les mêmes valeurs, on va dire. Ouais, un peu historique. Et oui, parce que donc c'est la fédération qui encadre des milliers de licenciés en France, sportifs du dimanche comme champions olympiques. Oui. Voilà, déjà. Et en fait, alors cette fédération, quand on dit qu'elle est historique, elle est née en 1934. Elle a eu 90 ans l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé en 1934? Pourquoi avoir créé cette fédération-là? Mais les gens qui ont relancé le sport en France, c'était au moment de la guerre. Il y avait pas mal de clubs. Les fédérations françaises de foot, de rugby, de tout ça, ne l'ont pas fait. Donc c'est la FSGT, la Fédération sportive gymnique du travail, qui a relancé le sport dans les industries, dans les quartiers, dans les associations. Voilà, donc on retrouve les valeurs un peu de ces syndicats. C'est le syndicalisme derrière qui a relancé un peu le sport
Là, c'était militant. C'était une fédération militante, antifasciste, antiraciste, populaire, sport populaire, éducation par le sport populaire. Tout à fait. Et qui a toujours gardé ces racines-là, qui a gardé vraiment, ça c'est le socle de cette fédération-là. Mais autant il y a une fédération française de ski, vous le savez, il y a une fédération française de... Toutes les autres. Voilà, de tout. On peut avoir Force Athlétique, on peut avoir fédération française de hand, mais il y a des clubs qui sont affiliés à la FSGT tout en étant affiliés à leur propre fédération. À nous, au ski, on a beaucoup de jeunes qui vont faire donc, les championnats de France de ski, qui courent aussi en FFS, en Fédération française de ski, qui ont les doubles licences. Ils peuvent, ils font des slaloms dans les deux compétitions. Slalom ou descente ou autre. Ils slaloment entre les deux. Voilà, on a compris. Mais donc ça veut dire qu'en fait, on peut aussi être pratiquant quel que soit son âge, quel que soit son handicap, quelles que soient ses intentions de faire des médailles ou de se faire plaisir, et les deux à la fois bien sûr, puisque le haut niveau n'est pas incompatible avec le plaisir. On peut jouer au foot. Regardez Reda, comme ils sont beaux ces joueurs de foot là aussi, parce que c'est plus en fait une autre manière de voir les choses dès le départ. Le foot, c'est un peu particulier parce que c'est du foot auto-arbitré. Donc on sait déjà que le foot c'est compliqué. Foot fédéral, je crois que ça, ou je sais plus comment ça s'appelle ces matchs fédéraux. Enfin, fédéraux. Nous, en fait, ce qu'on appelle les championnats de France, ce sont les fédéraux de foot, les fédéraux de volley, les fédéraux de ski, comme on va faire cette année nous à l'Alpe d'Huez. On peut être transgenre aussi, et être affilié à la FSGT aussi. Vraiment, quel que soit ses différences, son handicap, son origine, ses intentions. On a beaucoup de sports on a le walking foot. Qu'est-ce que le walking foot ? Le walking foot, le foot marché. Ah, c'est bien ça. Arrivé à un âge, on prend un peu du poids, on prend mal aux genoux, donc on court plus, donc on joue en marchant. Et c'est très attractif. C'est chez les seniors qui aiment le foot, qui continuent à faire alors c'est 5 contre 5 sur un terrain, c'est des petites cages. Voilà, donc il y a beaucoup de sports. On adapte des sports à la situation par rapport aux gens. D'accord. Et comment vous l'aviez découvert, vous, cette fédération-là, vous qui êtes un ancien joueur de rugby? Oui, c'est pas par le biais du rugby, c'est surtout par le biais du ski, parce que j'étais secrétaire dans un gros CE du Sud Grenoblois, une grosse usine, et on amenait nos enfants au ski. Nos enfants scolarisés, nos enfants du mercredi ski du samedi. Ce qu'on fait toujours à la FSGT, on monte tous les samedis à l'Alpe d'Huez. On a 2 bus de gamins de banlieue grenobloise qui vont faire du ski à l'Alpe d'Huez tous les samedis. Alors oui, c'est l'Alpe d'Huez, les gamins ils rêvent, c'est encadré par la FSGT et l'ESF aussi, parce qu'on travaille avec l'ESF. Donc nous, on a des amis, on n'a pas des ennemis. Donc on travaille avec tout le monde et donc ça fait des années qu'on organise le ski enfant et c'est via cette branche que je suis rentré à la FSGT. D'accord. Et parce que vous vous sentiez proche de ces valeurs-là. Oui, tout justement. à fait. Plus l'éducation par le sport. L'éducation par le sport. On a fait un gros tournoi l'année dernière, je change du ski, on a fait le soccer de rue. Oui. On a organisé avec l'assaut. Avec l'assaut. Donc on a fait, c'est du foot pour les sans-papiers, les sans féminins. C'est ça. Donc c'était un gros événement. Et donc qui participe aux mondiaux même. Qui participe aux mondiaux, donc c'était pour nous un gros événement. Et voilà, donc et là, nous, emmener des gamins des quartiers de Pont-de-Clé, des Chirolles, de Grenoble à Alpe d'Huez, c'est magnifique. Oui, et donc vous organisez des championnats de France FSGT. Donc c'était l'an dernier... Isola 2000. Oui, c'était ça. C'était Isola 2000. Alors chaque année, c'est un comité qui organise. Cette année, c'est l'Isère, donc on va aller à l'Alpe d'Huez. On l'a déjà eu fait au Sept-Lô, il y a quelques années en arrière. Alors là, c'était Isola 2000. Donc vous voyez, il y a du ski, il y a du border cross, du surf. On a une grosse partie des activités. Ça touche tous les tranches d'âge. Ça va de 10 ans à... là, voilà. 60... il n'y a pas de limite. Oui, il y a pas... Il y a les spatules d'or, nous c'est les spatules, c'est pas les étoiles, donc les spatules d'or, les spatules de vermeil. Et on organise donc chaque année dans nos championnats de France, nos fédéraux de ski. Et cette année, c'est nous qui organisons ça. Alors, on est entre Tomorrowland, les gars, il y a un gros festival. Oui. On est calé juste après Tomorrowland à l'Alpe d'Huez. Gardez-les justement, tous les jeunes, c'est l'électro, c'est Bessie. On a réussi à trouver 3 jours entre le Tomorrowland et les Coques d'Or. Mais... Non, on a besoin de... Non, c'est pas la même, vous êtes plus haut. Au 23 et Tomorrowland se finit le 22. Non, ça arrête le vendredi soir, c'est pour ça qu'on peut faire derrière les fédéraux de ski, tout le monde. Voilà, c'est ça. Vous aurez à peu près les mêmes dates. On est en même temps. Voilà. Avec notre activité, on est en même temps que vous. 21, 22, 23, c'est ça ? C'est 22, 23, 24. 22, 23, 24, mais... Samedi, dimanche, lundi. Vous avez énormément d'épreuves. Alors, on a le samedi matin, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens arrivent de très loin. On a les Pyrénées qui viennent, on a l'Alpe du Sud, la Haute-Savoie,
Une époque, on était parisiens, de moins en moins. Donc le samedi matin, il y a un géant en 2 manches. Le dimanche matin, il y a le spécial en 2 manches. Et le lundi matin, il y a le Super G. Oui, mais avec plusieurs catégories, puisque ça va des enfants ou il y a plus âgés. 170 participants à chaque slalom, on va dire à chaque. Donc 170 personnes sur 2 fois, ça fait du monde. On démarre le samedi matin à 10h, on finit c'est 14h en général. Et le dimanche, un peu moins long, mais pareil, ce sera un parallèle en 2 manches. Et le lundi, un Super G. Après, les gens, l'après-midi, rentrent dans leur comité. Et on organise aussi, il n'y a pas que de la compétition, on organise aussi du ludique, avec de la raquette, de la découverte de raquettes, la découverte de ski de rando, on fait des formations de DVA. On a des chiens de traîneau, parce qu'à la FSGT, à l'Alpe d'Huez, on a un ami qui fait partie de la FSGT, qui fait les chiens de traîneau sur l'Alpe d'Huez. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités. Parce qu'il y aura beaucoup de monde aussi, avec aussi bien des compétiteurs que leurs familles. C'est quand même un sacré événement. Il y a beaucoup de médailles distribuées. Je crois qu'il y a plus de 80 médailles. Oui, voilà. La remise des médailles, c'est très très long. Oui, très long. Parce que bon, c'est comme ça, c'est la coutume, c'est depuis des années. Dans chaque catégorie, on a des médailles. On peut très bien skier comme on peut skier pas très bien, mais se faire plaisir et participer à ces championnats. Ça veut dire qu'un sportif pas hyper aguerri en ski, on a aussi le moyen de se dépasser en tentant. C'est slalom qui sont pas, voilà, c'est pas les plus difficiles non plus, mais selon les catégories, on a compris que. Après, on a des jeunes qui ont des doubles licences, qui sont très très forts. Et qui sont très très forts. Voilà. Donc ils sont là. Oui, mais on peut s'y croire un peu aussi. Niveau, voilà, c'est ça qui est bien. Ils sont en tenue moulante et tout, vous arrivez, voilà, c'est les compétitions. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Pour ça, il faut être affilié à la FSGT, licencié auprès de la FSGT, comme l'a été Émilie Le Pennec, on parlait des JO tout à l'heure, championne olympique à Athènes de gymnastique. Elle est restée, je crois, les 10 premières années, voire 12 premières années de sa vie à la FSGT. Elle a commencé comme ça pour faire un peu de gym, elle a tout de suite mordu à l'hameçon, mais elle est toujours restée avec son entraîneur de toujours. Et à la FSGT, d'autres aussi qui arrivent en France, qui peuvent atteindre le plus haut niveau, et notamment dans les bassins, tout en ayant simplement pas d'autre ambition que de faire du sport. C'est des histoires magnifiques, en fait, la FSGT. Tout à fait. Notre porte d'entrée, c'est une licence, on va dire, à 40 €. Avec cette licence, vous faites tous les sports que vous voulez faire. C'est une licence pour multisport. On n'a pas une licence par fédération. Donc là, les gens... Pour une licence, ils peuvent faire du tennis, ils peuvent faire du ski, ils peuvent aller faire du... Voilà. Donc, voilà, mais il faut que le club soit affilié à la FSGT. Par exemple, je veux faire du foot américain, tout d'un coup, là. Il y a du flag, pourquoi pas. Il y a du flag. Voilà, c'est mixte, on peut y aller. Du touch, du flag. Du touch, exactement. Si je veux, et si je veux faire de la compétition aussi, je dois m'inscrire auprès du club et... prendre une licence à la FSGT. Vous venez nous voir, on monte une équipe, un petit tournoi de football américain ou canadien. Et voilà, donc on crée une activité. Là, on a créé le paddle. Le paddle, on a créé le paddle, voilà, le pick and ball. Oui, pickleball, tout à fait, bien sûr. C'est la FSGT qui a lancé ça un peu en France au départ. Ah, ok. Comme au walking foot, hein, voilà. Donc, c'est tous des sports qu'on va chercher un peu, qui n'est pas fait par les fédérations et qu'on essaie de mettre en place. Voilà, au nom vraiment du sport et de la pratique, vraiment pour tous. On a plein de choses à découvrir avec vous. Alors, déjà, premier réflexe, aller à l'Alpe d'Huez, après Tomorrowland, donc, pour aller encourager. Laissez passer Tomorrowland, on est à l'Alpe d'Huez, on vous accueille. En plus, on a une jolie promotion le samedi avec des forfaits à 23 €. C'est très intéressant à la. Donc il y en a pour tous. Voilà, exactement. Et applaudir aussi fort les meilleurs que ceux qui n'ont peut-être pas fait de championnat et qui sont juste heureux d'être là. J'aimerais juste dire qu'on a un gros partenariat avec la SATA, l'ESF, la mairie. C'est vrai qu'ils nous ont bien aidés. Ils vous ont soutenu. Les touristes, ils ont bien aidés parce que ça fait des années qu'on va à l'Alpe d'Huez et ça nous a ouvert des portes. Magnifique. Merci beaucoup et bon événement à vous. On a juste le temps pour un petit pont-plan. Allez, un petit coup de cœur. Parce que si on fait du sport, il faut aussi se faire plaisir. Donc, et vous nous permettez de découvrir un petit restaurant que je ne le connaissais pas, une table bistronomique. Oui, bistronomique. La petite Chartreuse à la Tranche. C'est à côté de chez moi. Et franchement, c'est très très bon. Un
un excellent rapport qualité-prix. Franchement, j'adore. Ouais, ça a l'air très inventif. Un jeune, vraiment des personnes aussi bien maîtres d'hôtel que chefs cuistot, ça a l'air génial. Hein, on réinvente la noix de Grenoble avec un petit chocolat dedans. ça, c'est top. Donc, la petite chartreuse à la tronche. Vous m'aviez dit l'ampérage, mais on en a déjà parlé de l'électro, ça reste. Mais c'est une très, très belle scène, l'ampérage, et qui permet aussi de faire vivre l'électro, entre autres, à Grenoble. Et pas que. Exactement. Et puis nous, on a le coup de cœur pour la FSGT qui nous a permis de nous ouvrir aussi, d'ouvrir nos esprits sur la pratique, toutes les pratiques du sport. Bravo encore à vous, Éric Perron, et merci beaucoup d'être venu. Baptiste, bonne chance pour la saison à venir. Ça recommence quand ? Début mai. Eh bien allez, on s'envole bientôt. avec les réseaux bien évidemment pour vous suivre et dans l'espoir de vous voir en vrai jouer. Et puis on se donne rendez-vous à partir du 21 mars au Stade des Alpes pour l'Ultra Virage. Merci encore à vous tous et merci à vous tous. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.